Donc, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la visioconférence organisée par l'Alliance républicaine nouvelle. Merci à tous de votre intérêt pour cet événement. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir avec nous ce soir la présence de deux personnalités françaises de premier plan. Ce sont Madame Jackie de Romédy, sénatrice représentant les Français établis hors de France, extrêmement active dans l'hémicycle. Elle est présidente du groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France. Elle est aussi membre de plusieurs commissions dans la délégation aux entreprises. On a aussi le privilège d'avoir Monsieur Nicolas Bavrez, qui a une carrière extrêmement riche dans la fonction publique ainsi que dans le secteur privé, normalien, énarque, avocat et essayiste. Il est actuellement éditorialiste au Point et aussi chroniqueur régulier dans le Figaro et sur Figaro Vox. À travers leurs engagements et actions respectives, tous deux vont nous donner leur éclairage sur la défense des intérêts de la communauté française à l'étranger, ce qui s'applique aussi à la Corée du Sud et à Taïwan et de son importance pour le rayonnement de la France. C'est aussi l'occasion pour nous de nous présenter la liste Alliance républicaine nouvelle, ARN, liste d'hiver droite, dans le cadre des élections consulaires à venir en vote par Internet du 21 au 26 mai et au bureau de vote le 30 mai prochain au lycée français de Séoul pour la Corée et au bureau français de Taipei pour Taïwan. Pour présenter notre liste, nous sommes tout simplement des Françaises et des Français, pour la plupart présents depuis de longues années en Asie. Nos profils et nos histoires familiales ou situations familiales sont très variés, mais nos métiers sont tous représentatifs de ce que nous croyons beaucoup en l'excellence française. Nous avons décidé de monter cette liste il y a plus d'un an, juste avant la crise sanitaire de Covid-19, pour défendre tout simplement l'idée que les Français établis hors de France, établis à l'étranger, ont aussi un rôle important pour le rayonnement de la France, chacun à son niveau. Ainsi, défendre ses intérêts et contribuer à une communauté française soudée, vivante et solidaire à l'étranger est aussi une manière de servir notre pays. Cette conviction est renforcée avec la crise actuelle et c'est pourquoi nous présentons aujourd'hui notre liste pour vous représenter en tant que conseiller des Français de l'étranger. Vous avez peut-être déjà reçu notre profession de foi par email et je vous partagerai dans le commentaire Zoom plus tard le lien vers notre site internet qui sera disponible après la conférence pour nous retrouver et mieux nous connaître. Je vais juste me présenter brièvement. Je suis Anne Wartel, médecin de formation, directrice de recherche spécialisée dans les essais cliniques et dans le domaine des vaccins et de la santé publique. Je suis d'origine vietnamienne et en fait, je suis issue du système français complètement, issue du système éducatif français, ayant étudié évidemment à l'école primaire jusqu'à la faculté de médecine. Je crois donc à l'excellence française, ce qui par ailleurs m'a aussi incité à scolariser mes deux garçons dans le système français jusqu'au baccalauréat. J'ai passé 18 ans en expatriation dans plusieurs pays d'Asie, maintenant vivant en Corée, et c'est la raison pour laquelle je voudrais poursuivre mon engagement auprès de la France, mon pays d'adoption, qui m'a tant donné et dont je suis redevable infiniment. Je vais passer la parole à mes deux amis, Younes et Raphaël aussi, pour qu'ils puissent se présenter brièvement auprès de vous, et ils vont aussi m'aider à modérer la visioconférence. Merci. Merci Anne. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, je me présente, Younes Erachfi. J'ai 26 ans, je suis expatrié depuis l'âge de 10 ans. J'ai eu la chance d'accompagner mes parents qui travaillent tous les deux pour l'éducation nationale. Donc là aussi, je rejoins Anne dans cette présentation un petit peu justement du système éducatif français à l'étranger. Je travaille actuellement en tant que directeur commercial dans un cabinet de formation, de recrutement et de conseil dans le luxe. Donc le luxe qui est justement le luxe à la française, qui a montré de très beaux signes de résilience et de développement malgré la situation sanitaire, et notamment ici en Corée ou encore à Taïwan ou en Chine, le marché du luxe se porte très bien, ce qui prouve une fois de plus l'excellence à la française, et je suis très heureux de pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Pour ma part, je suis assez actif, du moins j'essaye d'être le plus actif possible dans la vie de la communauté française. Je participe à un certain nombre de comités et de commissions, notamment avec l'ambassade, et je fais également partie du fonds d'entraide sociale de Corée. Et je voulais remercier Nicolas Bavrez et Jackie de Romédy pour leur temps et leur intervention de ce soir, ainsi que tous les participants.
Merci à tous. Raphaël Dambrière, bonsoir. J'ai 33 ans. Alors moi, je suis plutôt une expatriée récente en Corée depuis 2 ans. Et après une expérience dans le conseil en stratégie auprès de grands groupes industriels français comme Airbus, EDF ou Naval Group, je suis actuellement prof d'histoire-géographie au lycée français de Séoul. Voilà, et je suis aussi maman de 3 jeunes enfants. Donc, je connais assez bien les problématiques concrètes de certains expatriés, notamment des familles en Corée et à Taïwan. Voilà. J'ai partagé sur le chat de la discussion le site internet qui présente notre liste. Je voulais aussi vous dire que nous sommes évidemment preneurs dès maintenant de toutes les questions que vous voulez poser aux 2 intervenants, mais nous vous demanderons de les poser via le chat et je me proposerai à la fin de la réunion de faire la synthèse et de porter un peu les différentes questions après les interventions de Madame de Romédy et de Monsieur Bavrez. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pendant l'heure qui vient. Et par contre, évidemment, nous vous rappelons de l'importance de laisser bien vos micros fermés. Younes, je te laisse la parole. Merci Raphaël. Donc, nous souhaitons donc inviter Madame Jacky de Romédy, sénatrice des Français établis hors de France, pour partager donc, son travail au Sénat, en étroite collaboration avec les conseillers des Français de l'étranger. Jacky de Romédy va nous expliquer le rôle et l'influence des sénateurs représentant les Français de l'étranger, ainsi que les grands axes des débats au Parlement sur les sujets qui permettent le rayonnement de la France. Jacky, une fois de plus, merci d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je vais d'abord me présenter, si vous voulez bien, et ensuite, plus tard, je répondrai à vos questions. Donc, je me présente, je suis donc Jacky de Romédy, j'habite à Singapour depuis 1989, c'est-à-dire 31 ans. Je suis donc, comme vous, une Française résidente à l'étranger. Élue au Sénat en 2014, je suis secrétaire de la commission des lois, membre de la délégation aux entreprises et présidente du groupe d'études qui s'occupe des Français de l'étranger. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire par les représentants des Français de l'étranger, par les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires. Les conseillers des Français de l'étranger sont notre relais indispensable au contact de nos compatriotes. Ce sont eux qui nous informent des problèmes sur place. Les sénateurs donnent aux conseillers et aux délégués des Français de l'étranger qui le demandent les informations nécessaires pour tout ce qui concerne l'enseignement, l'éducation, les impôts, les retraites, la couverture sociale, enfin pour tout ce que les Français de l'étranger ont comme contact avec la France et nous essayons de répondre à tout ce qui est les problèmes, les formalités administratives, tout ce qu'il est important d'arriver à régler. En cas de problème spécifique, agitation politique, catastrophe naturelle, crise sanitaire, économique, etc., ce sont à nouveau les élus consulaires, les élus de l'étranger qui s'occupent de s'occuper des rapatriements des personnes qui ont des problèmes, d'obtenir des aides sociales, etc. Donc voilà, le rôle important des conseillers des Français de l'étranger. Les sénateurs, eux, font remonter les problèmes aux ministres et organisent en France ce qui peut être fait pour aider les pays à surmonter ces difficultés. Depuis 6 ans, j'ai traité un certain nombre de sujets, bien entendu, la diminution des impôts qui nous avait été infligée dès 2017 par les députés des Français de l'étranger qui avaient fait remonter considérablement le barème de l'impôt. La suppression de la CSG-CRDS, pour l'instant, on n'a encore pas réussi à la supprimer pour les résidents hors UE, hors Union européenne, pardon. La résidence en France, qui est toujours un gros sujet parce que nous souhaitons que ce soit une résidence principale et non pas une résidence secondaire. La prise en charge des soins dispensés en France lors de séjours temporaires, les subventions pour l'AEFE, donc qui s'occupe des établissements scolaires à l'étranger. La première chose qu'ont fait les députés de l'étranger, c'est de diminuer de 33 millions la subvention qui était donnée à l'AEFE. Donc, il a fallu rétablir cette subvention. Il a fallu remettre en place des bourses scolaires avec des critères plus normaux
adaptées à chaque pays et la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers. En raison de la crise sanitaire qui a débouché sur cette crise économique, j'ai pris en charge également l'aide aux petits entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui sont en grande difficulté à l'étranger et pour lesquels nous sommes en train d'essayer de mettre en place déjà un recensement des entrepreneurs français à l'étranger. Je parle des tout petits, des micro-entrepreneurs, pour qu'ils soient reconnus comme étant des entreprises françaises à l'étranger pour que nous puissions obtenir pour eux des aides quand ils sont en difficulté, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, ceci me permet de dire qu'à ce jour, on avance, on fait des tas de choses, que de plus en plus, le Sénat est vraiment la maison des Français de l'étranger, que le président Larcher a pris en main beaucoup de choses, qu'il nous aide parce que nous avons des problèmes quelquefois à faire accepter par l'Assemblée nationale de reprendre des sujets que nous défendons. Voilà, en gros, ce que nous sommes, ce que je suis, ce que j'essaie de faire et ce que nous essayons de faire ensemble avec vos conseillers, vos élus. Les Français de l'étranger, comme vous le savez, c'est extrêmement important et de plus en plus, on se rend compte de leur importance parce que grâce à eux, la France rayonne à l'étranger, la France est reconnue comme étant une culture dans tous les pays du monde. Et donc, c'est très important de continuer à avoir des Français de l'étranger qui soient rattachés à la France, qui se sentent vraiment des enfants du pays et qui ont envie de faire cette mission qui est de promouvoir la France à l'étranger. Donc voilà, donc je reviendrai sur les sujets que vous souhaiterez que j'aborde plus en profondeur, mais c'était juste une présentation. Merci beaucoup, Madame de Romédy, pour cet intéressant éclairage politique. Et comme vous l'avez dit, nous prendrons le temps de revenir sur certains des sujets que vous venez d'aborder lors de notre moment de discussion. L'Asie du Nord, que nous connaissons bien, est souvent citée en exemple dans la gestion de la crise sanitaire mondiale. A contrario, l'Europe semble connaître des difficultés persistantes dans la gestion de crise depuis maintenant un peu plus d'un an. Monsieur Bavrez, vous avez écrit un long article dans Le Point, le 8 avril dernier, je pense, intitulé « Peut-on encore éviter le déclin ?» Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur votre perception de la situation de la France au niveau international dans le contexte actuel, contexte, rappelons-le, de pandémie? Est-ce que la France a décroché, selon vous? Et que peut-on faire aujourd'hui pour éviter le déclin de la France? Bonjour à tous et merci pour avoir organisé cette réunion. Merci notamment à Daniel Méran qui a fait le lien entre nous tous. Il est vrai que cette épidémie a beaucoup d'inconvénients, elle crée beaucoup de contraintes, elle crée aussi de nouvelles occasions. Ça fait longtemps que j'avais le projet de venir en Corée. Malheureusement, il y a eu à chaque fois des obstacles et cette réunion virtuelle est très bienvenue. J'espère qu'elle sera rapidement suivie d'une réunion bien réelle. Nous l'espérons aussi. Donc, le sujet que vous m'avez donné est évidemment directement lié aussi à l'épidémie. Quand on regarde l'histoire, elle n'est pas linéaire. Elle stagne et puis elle accélère brutalement. Et les moments d'accélération, les grands moteurs de ces accélérations, ce sont les grandes crises économiques, les guerres, les révolutions, mais aussi les épidémies. Les épidémies qui ont eu un rôle fondamental. Il y a eu la peste d'Athènes qui a emporté, qui a tué Périclès et qui est une des explications de la défaite d'Athènes face à Sparte. Ensuite, la grande peste de Justinien qui a commencé le début de la fin de l'Empire byzantin et la grande peste noire qui a tué le tiers des citoyens de l'Europe en 1348 1350 et plus proche de nous, bien sûr, la grippe espagnole qui a correspondu à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a fait plus de morts, puisqu'on estime entre 50 et 100 millions de morts, les victimes de cette grippe espagnole. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ces grandes catastrophes se situent souvent après un cycle de développement
des échanges, d'accroissement de la mobilité. Et à chaque fois, ce sont des moments de grande transformation, d'ébranlement du monde avec des changements de la démographie, de l'économie, des modèles sociaux, mais aussi des idées, des valeurs et puis des rapports de force géopolitiques. Et cette accélération, cet double effet d'accélération et de rupture, on l'a aujourd'hui très fortement avec cette épidémie. C'est un choc universel. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont communs, c'est-à-dire que partout, on voit que la mondialisation se reconfigure en zone régionale, les États, les frontières remontent, la démographie de tous les pays développés ou émergents est atteinte, sauf dans des zones, quelques pays d'Asie et puis l'Afrique. Évidemment, on a une accélération très spectaculaire de la révolution numérique et une question climatique qui est renouvelée, notamment pour le lien entre l'épidémie et les excessives concentrations humaines. Donc ça, on le note un peu partout, mais évidemment, on s'aperçoit qu'il y a des gagnants et des perdants et qu'il y a une très forte polarisation qui est créée par cette épidémie. Donc, quand on regarde, par exemple, les individus, donc les gagnants, c'est tous les gens qui ont des contrats stables, des statuts ou qui gèrent des actifs. À l'inverse, les indépendants, les commerçants, les précaires, les femmes, tous ceux qui dépendent de l'économie informelle font partie des perdants. Pour les entreprises, grands gagnants, technologie, numérique, santé, grands perdants, transport, le tourisme, hôtel, restauration, culture, événementiel. Et vous voyez que c'est une crise qui est très particulière pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas une crise qui est liée au dysfonctionnement du capitalisme, c'est une crise qui a été provoquée par les États pour des raisons sanitaires. Et par ailleurs, c'est une crise qui touche plus les services que l'industrie ou que la finance, ce qui est très différent du krach de 2008. Et la dernière chose maintenant, bien sûr, dans les gagnants et les perdants, on trouve les pays et les continents. Et de manière extrêmement brutale, cette épidémie, donc pour l'instant, se traduit par un triple déclassement, le déclassement de l'Occident face à l'Asie, le déclassement de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine, et le déclassement de la France au sein de l'Europe. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation européenne, on s'aperçoit que ce soit en termes de vaccination ou de relance, il y a un énorme écart avec l'Asie qui est en train de repartir à une vitesse comprise autour de 8% et la Chine est à 9%. Les États-Unis vont avoir 7% de croissance et la zone euro sera autour de 3 ou 3,5%. Les États-Unis sont en train d'enchaîner 3 plans de relance avec donc le seul premier, les mesures Trump et Biden portant sur 14% du PIB, alors que la récession a été de 3,5%. Et dans l'Union, on peine à mettre en place un plan de 5% du PIB, 750 milliards d'euros sur 4 ans, et on peine à le mettre en place alors que la récession a été supérieure à 8%. Donc on voit ce décalage. Et la France, elle, effectivement, souffre particulièrement. Pourquoi ? Parce que cette épidémie a souligné très fortement les vulnérabilités ou les difficultés de notre pays. Donc, contrairement à ce qui est dit, pour l'instant, la France ne sort pas en avance, grandie ou renforcée, mais elle sort dans une situation très, très difficile. Quand on regarde, là encore, les chiffres, les faits, plus que les déclarations, en fait, il y a 2 grands juges de paix, c'est la situation sanitaire, la situation économique. Donc, situation sanitaire, plus de 100 000 morts. Donc, la France, avec les problèmes de comptabilisation, notamment dans des pays aujourd'hui comme l'Inde ou le Brésil. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait que l'Europe a été très touchée et la France fait partie des pays les plus touchés en Europe avec l'Italie, l'Espagne et puis le Royaume-Uni. Et sur le plan économique également, donc la récession l'an dernier, ça a été moins 8,3% du PIB. Je rappelle que la Chine était en croissance positive de 2,3%. Les États-Unis
ont limité la récession à 3,5% et l'Allemagne à 5% de son PIB. Donc, incontestablement, il y a un effet qui a été très, très brutal et avec donc un grand paradoxe de cette année 2020, une récession historique depuis la Seconde Guerre mondiale et des effets qui ont été en apparence contenus parce que le revenu disponible des ménages a augmenté de 1,3%, le chômage n'a augmenté que d'un peu plus de 300 000 personnes et les faillites ont diminué de moitié. Alors l'explication de ce miracle, elle est très simple, elle s'appelle la dette publique. Donc on est passé de 98 à 118% du PIB de dette publique. Donc on a mobilisé 20% du PIB via l'État pour réassurer à la fois le revenu des ménages et le chiffre d'affaires des entreprises. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas tenable en régime de croisière. Donc la France a prévu de mobiliser 424 milliards d'euros entre 2020, 2021 et 2022 pour essayer de contrer les conséquences de l'épidémie. Il faut voir qu'elle le fait au prix avec contrairement à ce qui est dit, un prix qui est très élevé puisque maintenant la France se retrouve comme une grosse Italie avec une dette publique donc qui représente un peu plus de 40 000 euros pour chacun des 67 millions de Français. Et l'autre, si vous voulez, l'autre facteur de préoccupation qui a été peu mentionné, c'est le fait que le déficit commercial a atteint 65 milliards d'euros l'an dernier, contre par exemple un excédent de 62 milliards d'euros pour l'Italie. Donc assez souvent, on a tendance à négliger l'Italie, mais l'Italie est aujourd'hui un pays dont l'industrie et le commerce extérieur se portent beaucoup mieux que ceux de la France. Donc ça, voilà pour le passé. Maintenant, pour la relance. Donc pour la relance, notre pays est effectivement dans une position assez contrastée. Donc il ne fait pas de doute qu'il y a, comme je le disais, c'est une crise très particulière puisque c'est une crise provoquée par l'État. Donc quand les contraintes sanitaires vont se lever, notamment dans les services, il ne fait pas de doute qu'on va avoir une très forte accélération. Il ne fait pas de doute non plus qu'il y a une frustration accumulée chez les consommateurs énorme. Il y a 200 milliards d'euros d'épargne forcée et donc, normalement, il n'y a pas de problème pour financer cette consommation. Donc, on va avoir un effet de boom. Mais la difficulté qui se présente, c'est de savoir, il y a deux choses. D'abord, l'Europe elle va être tirée par les États-Unis et la Chine, mais elle part après et elle partira sur un rythme moins élevé. Et surtout, la deuxième grande question qui se pose pour la France, c'est que vous voyez que dans la stratégie pour sortir de cette crise, il y a 3 temps et 3 fusées. Il y avait la partie protection qui a donc été extrêmement développée, peut-être même trop développée par la France. Il y a une partie relance, et la partie relance, là, on est faible parce que le plan qui est prévu de 100 milliards n'est pas énorme et surtout, il dépend à hauteur de 40 milliards des fonds européens. Et pour l'instant, la relance européenne tarde à se mettre en place. Puis il y a un troisième étage qui sont les mesures structurelles pour essayer d'adapter l'économie française à la nouvelle et de préparer l'économie française de 2030. Le problème, c'est que ce troisième étage sur lequel on essaie d'investir ne peut démarrer que si le deuxième étage fonctionne. Et cet étage relance, pour l'instant, incontestablement, c'est le point faible de la stratégie française. L'autre problème qui se pose sur cette articulation de la relance et puis des mesures structurelles, c'est que de fait, cette crise nous a fait beaucoup de mal parce qu'il restait assez peu de pôles d'excellence français en réalité et ce qui nous restait a été très fortement touché. Donc le luxe est un cas particulier. Le luxe est un vrai pôle d'excellence évidemment et qui a pu résister notamment en basculant en partie sur le numérique. Mais en revanche, aéronautique, évidemment, touché de plein fouet avec un impact direct sur Toulouse. L'automobile souffre, elle a souffert du choc de la baisse de la demande et maintenant, elle a un problème d'offre avec la pénurie des microprocesseurs.
restauration, hôtellerie, tourisme, culture, événementiel. Tout ça, c'était des spécialités françaises. Et si vous voulez, l'économie française est aujourd'hui une économie de services et cette crise touche avant tout les services. Donc, les pays qui sont plus industriels comme l'Allemagne ou l'Italie, évidemment la Corée est un autre cas encore bien supérieur, mais ces pays résistent assez bien. Les pays où le service et le tourisme sont très importants, donc c'est le cas de l'Espagne ou de la France, sont très fortement touchés. Et grosso modo, l'économie française aujourd'hui fonctionne avec à 94-95% de son potentiel avec les secteurs qui sont fermés. Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est que l'épidémie sur la structure a bien montré nos fragilités, et ça a été illustré par le secteur de la santé. On pensait quand même, par exemple, que l'industrie de la santé en France restait forte, et on s'est aperçu que, alors qu'on était censé avoir des leaders des vaccins, eh bien, la France est en dehors de la course pour le vaccin contre la Covid, et on s'est aperçu qu'on avait un énorme problème de recherche et de développement. Autrement dit, des Français dans l'industrie de la santé, on en trouve partout. On en trouve chez AstraZeneca, à la tête de Moderna, on en trouve dans les centres de recherche, puisque le paradoxe, c'est que l'ARN messager est un enfant de l'Institut Pasteur, mais en réalité, eh bien, tous ces Français travaillent à l'étranger généralement pour des entreprises étrangères. Et que notre seule start-up qui faisait de l'ARN messager, ce sont les Britanniques qui ont passé commande à 100% et qui l'ont aidé à se développer. Donc, nous avons aussi cette prise de conscience de l'insuffisance de notre recherche. Et derrière, donc, si vous voulez, il y a 3 grands chocs politiques et un peu stratégiques. On pensait avoir un très bon système de santé, on pensait avoir un État qui était très coûteux, mais assez efficace, et on pensait avoir gardé une assez bonne capacité technologique. Et cette épidémie nous a rappelé la réalité qui est extrêmement différente et qui a d'ailleurs beaucoup surpris, y compris en Asie, sur l'Europe en général et la France en particulier. Donc la saturation, le débordement des systèmes de santé, l'absence d'anticipation de l'État et de capacité à gérer la crise, le retard technologique accumulé par l'Europe en général et la France en particulier, ça a été un brutal réveil pour les Européens et les Français en particulier. Ça a été aussi une source de stupéfaction, notamment en Asie. Alors, la particularité française ensuite, c'est que, si vous voulez, ce choc vient après bien d'autres et que par rapport à d'autres pays, tous les pays développés ont connu dans les dernières décennies des moments de rebond et puis des moments de recul. La France est quand même un cas particulier parce que depuis la fin des années 70, nous avons descendu, à chaque choc, nous avons descendu les marches. Ça a été vrai donc dans les années 80 avec la relance à contre-courant de François Mitterrand. Ça a été vrai ensuite dans les années 90 où on a raté la reprise de 95. Ça a été vrai en 2009 où la France, pas seule, en grande partie à cause de la zone euro, mais il a fallu attendre 2014 pour redémarrer. Et cette fois-ci, à cause des retards de vaccination, de la mauvaise articulation des plans de relance, de l'incapacité à réouvrir les frontières avec de bonnes conditions sanitaires, eh bien, nous courons le risque de nouveau de passer non seulement à côté de la reprise, mais de descendre une nouvelle marche. Et cette fois-ci, nous sommes vraiment en train d'entrer dans la zone rouge. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la zone rouge ? Elle est très facile à définir. Le problème de la dette, ce n'est pas un problème de niveau absolu. Le problème de la dette, c'est qu'elle devient insoutenable quand les taux d'intérêt deviennent supérieurs à la croissance nominale, c'est-à-dire croissance en volume plus inflation. Or, la croissance potentielle en France, elle est aujourd'hui très largement inférieure à 1 et elle est sans doute pas beaucoup supérieure à 0. Compte tenu de la stagnation de la productivité, du retard de l'investissement et de la recherche. Notre industrie
s'est beaucoup affaiblie. Elle ne représente plus qu'à peu près 11% 11% de la valeur ajoutée. On a parlé de la recherche, hein, avec de vrais talents, mais qui, à l'image d'Emmanuel Charpentier, ont dû s'expatrier pour pouvoir trouver les moyens, mais aussi un encadrement réglementaire et intellectuel favorable à leurs travaux. Et puis, on a un chômage de masse qui touche 10% de la population active, qui est d'autant plus grave que les études du Conseil de la productivité montrent qu'il y a à peu près la moitié des emplois occupés, où en réalité, ces emplois sont occupés par des gens qui n'ont pas vraiment les qualifications pour les occuper. Donc, un énorme problème de mobilisation du capital humain. Et puis enfin, une dette publique qui était 20% du PIB en 1980 et qui va largement dépasser 120% du PIB en 2021, puisque contrairement à ce qu'a annoncé le gouvernement, évidemment, cette année, nous allons avoir une nouvelle explosion de la dette publique. Donc, il y a potentiellement, maintenant, on est vraiment confronté à un risque d'effondrement économique et social et de perte de contrôle des finances de la nation, un peu ce qu'a connu l'Italie en 2011 et qui a été rattrapé in extremis par Mario Draghi quand il était président de la Banque centrale européenne. Donc, la particularité de la France, si vous voulez, c'est que donc, ce nouveau choc et ce nouveau recul s'inscrit dans ces 4 décennies de recul avec un vrai problème en termes d'économie, baisse de la croissance, augmentation du chômage, explosion de la dette publique, une vraie difficulté sociale d'exclusion. On a par exemple 1,5 million de jeunes qui sont en dehors de tout travail, de toute formation, de tout cursus universitaire, 1,5 million de jeunes entre 18 et 25 ans, un énorme problème d'intégration des immigrés et des descendants d'immigrés, la sécurité publique qui se délite, et derrière, donc, forcément, un énorme problème démocratique avec la montée de l'extrême droite qui est tout à fait mécanique, j'allais dire. Qu'est-ce qui fabrique le vote d'extrême droite dans les pays développés? Et ça, on le sait depuis les années 30. C'est une grande crise économique, la déstabilisation des classes moyennes et leur paupérisation, un sentiment de très forte insécurité et la perception que les institutions sont paralysées et que les gouvernants ne maîtrisent plus la situation. Force est de constater qu'en France, tous ces curseurs aujourd'hui sont au maximum. Alors, si vous voulez, cette situation, elle est d'autant plus dommageable qu'elle n'avait rien d'évident et qu'elle n'a rien de fatal non plus. Elle n'avait rien d'évident, pourquoi? Parce qu'en réalité, la France, normalement, aurait d'assez bons atouts dans ce XXIe siècle. Elle a des universités, du capital humain, elle a de bonnes infrastructures, elle a des pôles d'excellence dans le secteur public, dans le secteur privé, et elle a sa culture, sa civilisation, enfin, sa gastronomie. Elle a beaucoup de choses qui correspondent. Elle a des points forts dans l'économie de l'environnement. Théoriquement, elle était aussi bien située dans les télécommunications au début du XXIe siècle, donc elle aurait pu bien figurer. Mais force est de constater que les politiques qui ont été menées ont finalement annihilé ses atouts et ont maximisé les problèmes. Donc, contrairement à ce qui est dit, l'explication de cette situation, ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas l'Europe, ce sont les erreurs politiques commises par les dirigeants français et validées plus ou moins par les citoyens français. Et à preuve d'ailleurs, on a des pays en Europe, donc dans le même cadre de l'Union et de la zone euro, qui ont eu de bien meilleurs résultats parce qu'ils ont réussi à se réformer. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Europe du Nord. Même l'Italie c'est beaucoup plus réformé que la France. L'Espagne a fait aussi des changements spectaculaires. Et c'est vrai que notre pays est celui qui s'est le moins réformé et qui en paye le prix.
Alors là où il y a quand même aussi des motifs d'espoir, c'est que quand on regarde notre histoire, vous savez, le général de Gaulle disait « La France est un pays qui ne fait des réformes qu'à l'occasion des révolutions ». Et c'est vrai que depuis 1789, nous avons usé donc 5 républiques, 2 empires, nous avons tué la monarchie légitimiste, nous avons tué la monarchie constitutionnelle, nous avons expérimenté malheureusement le régime de Vichy. Donc, il y a une extrême instabilité politique parce qu'on n'a jamais réussi en fait à conjuguer vraiment stabilité et liberté politique. Et c'est vrai que sur le capitalisme, c'est un peu la même chose. Donc, la France alterne des phases de décrochage et puis des phases de rebond brillant. Et des phases de rebond brillant, nous en avons eu notamment après 1945, où l'économie française est repartie beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, puisque en 1945, la production est quand même la moitié de celle de 1939. Celle de 1939 était elle-même en dessous de celle de 1929. Et à l'époque, on pensait qu'il allait falloir au moins une décennie pour retrouver le niveau de 1939. En réalité, c'était fait dès 1948, parce qu'on a eu un nouveau modèle avec les réformes, planification, nationalisation, sécurité sociale, mais aussi surtout parce que les Français se sont remis au travail et qu'ils ont travaillé en fait 56 heures par semaine en moyenne, même si on avait maintenu à titre de symbole les 40 heures. Et puis il y a bien d'autres pays, tous les pays développés ont aussi des moments de trou d'air. Ça a été le cas du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, ça a été le cas des États-Unis dans les années 70, Japon, Suède, Nouvelle-Zélande, Australie, se sont réformés après des chocs et des crises, et c'est bien la marque que c'est possible. Dernier motif, et j'y reviendrai, qui vous intéresse directement, c'est que dans cette crise qui est quand même très dure pour l'Occident, très dure pour la démocratie, il y a un motif d'espoir, c'est que parmi les pays qui ont mieux géré et l'épidémie et le choc économique, eh bien, ce sont des démocraties, mais ce sont des démocraties asiatiques qui très souvent sont sous-estimées en Occident, en Europe et en France en particulier, parce qu'elles sont mal connues. Donc, ce sont les pays que vous connaissez bien, vous, la Corée, Taïwan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays qui ont réussi à bien maîtriser cette épidémie, à continuer avec beaucoup moins à bien encaisser le choc économique et surtout à porter beaucoup moins atteinte à l'état de droit et aux libertés publiques que ce qui a été fait, notamment en France. Donc, quand on regarde tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre pays, selon moi, est moins confronté à un problème de relance qu'à un problème de reconstruction. Je pense que nous sommes vraiment dans une situation comparable à celle de 1945. Alors, fort heureusement, nous n'avons pas eu de guerre mondiale. Nous n'avons pas des destructions matérielles comparables, mais nous avons, j'allais dire, des ruines économiques et surtout sociales, morales, intellectuelles qui sont assez comparables. Et donc, je pense que c'est ça qui devrait être le grand débat présidentiel, puisque c'est à ça que sert l'élection présidentielle dans l'esprit de la Ve République telle qu'elle a été fondée par le général de Gaulle. Il y a deux principes qui me paraissent très importants par rapport aux discussions qu'on peut avoir. C'était quand on entend les responsables politiques français, donc ils nous parlent beaucoup de refonte de l'Europe, de moraliser le capitalisme, de restructurer la mondialisation, mais en réalité, la France peut avoir des choses très intéressantes à dire sur tous ces thèmes, mais il faut d'abord qu'elle se remette d'aplomb. Donc, ce que fait Biden aujourd'hui est très instructif. Biden a parfaitement compris que même s'il prend des options en politique étrangère, que sa priorité, c'est de remettre l'Amérique sur pied. Et aujourd'hui, il faut être clair, il va y avoir une présidence française de l'Union au premier semestre 2022. Quand le ministre de l'économie explique qu'on va aller expliquer la manière de remettre en route les critères de Maastricht, évidemment, il faut le faire, ça n'a pas de sens de parler d'une dette à 60%, mais s'il y a un pays qui ne peut pas poser ce problème, et encore moins le résoudre, c'est clair que c'est la France.
sur les finances publiques, il n'y a pas un dirigeant français qui ait une once de crédibilité en Europe. Donc, priorité, remettre la Maison France debout. Et deuxième chose, arrêter de chercher des boucs émissaires. Comme je vous l'ai dit, la situation de la France, il n'y a que les Français qui sont responsables. C'est pas l'euro, c'est pas l'Union européenne, c'est pas la mondialisation, c'est pas le libre-échange. Tout ça est faux. Ce sont nos erreurs qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui, et c'est en les corrigeant que nous pourrons nous redresser. Alors, que peut-on faire si on, donc, volontairement, je pense que au lieu d'aller faire de la grande politique étrangère, de prétendre donner des leçons aux Libanais sur la manière d'être gouverné ou au reste du monde, il faut qu'on se concentre sur notre pays. La base, comme je vous l'ai dit, c'est la production. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui encore, tout le monde parle de redistribution, de la manière de redistribuer encore plus. Et en réalité, le problème de notre pays, il faut être clair, c'est d'abord un problème de production. Donc, il faut travailler sur tous les facteurs de production, le travail avec la formation, la flexibilité, le capital, et évidemment la recherche et l'innovation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a non seulement des freins ou des leviers à faire sauter, mais il y a un esprit à changer. Et il faut que la France retrouve un minimum d'esprit du risque, de respect de la culture scientifique et de confiance dans le progrès. Le deuxième pacte, c'est un pacte social autour de l'intégration. Et ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, y compris d'ailleurs à l'étranger. Ça m'a toujours, si vous voulez, dans la manière dont la France investit ou désinvestit de manière peu intelligente. Les lycées français à l'étranger sont un formidable instrument de rayonnement, c'est un formidable instrument de formation. On a cessé de les déstabiliser dans les dernières décennies et c'est tout à fait dommage. En tout cas, il faut mettre le paquet sur l'éducation et y compris sur l'enseignement supérieur parce que le budget français de l'enseignement supérieur est autour de 1%, alors qu'il est entre 1,5 et 2% dans la plupart des grands pays, des grands pays développés. Et sur l'immigration, il faut être clair, il faut sortir du tabou. Donc, l'immigration zéro n'a aucun sens. En revanche, il est légitime d'avoir une immigration contrôlée avec des quotas. Et en revanche, il faut qu'il y ait une intégration véritable, mais aussi vérifiée, des étrangers qui rejoignent le territoire français pour rejoindre et s'intégrer à la collectivité française. Le troisième pacte, c'est l'État. Donc, c'est vrai que au-delà de la dépense publique, donc c'était 56% du PIB avant l'épidémie. Aujourd'hui, on est à 65% du PIB, ce qui est extravagant. Mais au-delà, si vous voulez, du niveau de la dépense, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce niveau de dépense, on a un système de santé qui ne marche plus, on a un système éducatif qui ne marche plus, on a une sécurité intérieure qui n'est plus assurée et une justice qui est complètement déliquescente. Donc, le travail, il y a évidemment un travail à faire. Mais vous voyez, il y a un double travail sur la dépense publique. D'abord, il faut remettre de l'argent sur l'investissement et pas sur le fonctionnement. Et par ailleurs, pour ce prix-là, il est exclu d'avoir des performances des services publics qui soient aussi dramatiquement indigentes. Donc, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, qui a été très bien souligné par l'épidémie, c'est la décentralisation. On ne gouverne bien que de loin, mais on administre bien que de près. Et on a vu à quel point l'État, avec son caractère extrêmement autoritaire, centralisé, monarchique, n'avait plus de prise sur le réel. Ça a été en matière de santé, en fait, ce sont les médecins et les soignants qui ont réussi in extremis à faire du bricolage pour augmenter les... L'État n'a pas été capable de créer un lit de réanimation depuis que cette épidémie a commencé, c'est-à-dire depuis 14 mois. Il se trouve que les soignants, eux, ont réussi. Et on s'aperçoit que c'est la même chose pour la vaccination. Finalement, au bout du bout,
Qui sont ceux qui vont aller vraiment chercher les gens et les vacciner? Évidemment, ce sont les maires et les élus locaux, ça se fait sur place. Ça n'est pas depuis Paris qu'on va réussir à vacciner ce qu'il faut à terme, c'est-à-dire au moins les 2 tiers des Français. Et puis le dernier pacte, c'est effectivement le pacte démocratique qui rejoint ce que j'ai dit, parce que le premier apprentissage de la démocratie, c'est l'apprentissage local. C'est pour ça d'ailleurs que le maire reste aussi important. Et je pense qu'il faut là-dessus moderniser nos institutions, décentraliser, mais aussi avoir un bien meilleur équilibre des pouvoirs. Nous avons touché aussi les limites de la monarchie présidentielle qui n'a cessé de dériver, qui n'était pas l'esprit du général de Gaulle, je le rappelle, parce que pour de Gaulle, qui est un militaire, la stratégie est à l'Élysée, mais l'opératif est à Matignon et le tactique est dans les ministères. Et les ministres du général de Gaulle avaient une capacité d'action qui n'a rien à voir avec les ministres d'aujourd'hui. Donc vous voyez, pour ça, il faut aussi qu'on utilise nos atouts. Ils sont tout à fait nombreux, c'était ceux que je rappelais. La France est un pays où il y a encore des talents, des cerveaux, des entreprises, des groupes mondialisés, des startups, des pôles d'excellence, des écosystèmes territoriaux très innovants. Nous avons la culture, nous avons la civilisation, la francophonie, qui est un atout très important. Le français va devenir la 3e langue du monde avec la montée de l'Afrique. Eh bien, il nous faut utiliser tout ça et les transformer en levier de développement, en point d'appui pour reconstruire notre pays. Quelques derniers propos avant de répondre à vos questions. Donc, je crois que cette conférence, elle vient à un moment qui est effectivement important, parce que tout le monde est en train de redécouvrir qu'il y a un risque politique en Europe. En 2017, après 2016, l'année terrible, l'année populiste avec le Brexit et Trump, en 2017, l'élection d'Emmanuel Macron avait été ressentie à tort ou à raison comme un coup d'arrêt au populisme. Ensuite, il y a eu l'onde de choc italienne avec la coalition des 2 monstres populistes qui passaient alliance, mais finalement, ça a été contenu et tout le monde s'est dit que finalement, l'Europe n'était plus un problème ne présentait plus de problème de stabilité politique, et tout le monde a regardé vers les États-Unis et Trump. Aujourd'hui, il faut être clair, il y a l'élection en Allemagne. Donc, évidemment, l'Allemagne est un pays stable politiquement, beaucoup plus que la France. Mais jusqu'à présent, j'appelle votre attention sur le fait que les dernières élections allemandes, tout le monde était sûr de la chancelière qui restait, qui était Madame Merkel. La seule incertitude, c'était la coalition. Cette fois-ci, nous ne connaissons pas le ou la chancelière et nous ne connaissons pas la coalition, même s'il est probable que les Verts auront une place très importante. Or, les Verts, ils sont tout à fait raisonnables sur le capitalisme, ils sont plutôt intelligents sur la société. En revanche, ils sont pro-Europe, mais ils sont plutôt anti-français à cause du nucléaire et à cause des aspects stratégiques et de la politique étrangère. Donc, il va quand même y avoir un choc sur l'Allemagne, mais aussi sur ce qu'on a essayé de faire en Europe, notamment en matière de sécurité. Puis le deuxième risque, évidemment, c'est la France. Comme je vous l'ai dit, tous les facteurs qui font historiquement du vote d'extrême droite sont aujourd'hui présents dans notre pays. Le sondage qui a choqué tout le monde, c'était celui qui mettait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au 2e tour à 52-48, ce qui veut dire qu'en réalité, ils sont exactement sur la même ligne. Et au-delà de ça, si vous voulez, on a cette rencontre entre un pays donc déstabilisé, en danger, une élection qui va être décisive, et une élection qui va vraiment être décisive, parce que si la France, si on accumule encore une décennie de décrochage, il est clair que la France va se retrouver dans une situation de défaut, réelle ou virtuelle, mais on va très vite se retrouver dans la situation de l'Italie de 2011. C'est pour ça que cette élection se présente aussi vraiment comme un peu, si vous voulez, sur le plan financier, c'est la dernière fois que la France peut
emprunter 20% de son PIB pour essayer de se reconstruire. Et c'est sans doute on ne peut pas s'offrir le luxe de 5 ans de plus de dérive sans que cette fois-ci, nous soyons rattrapés par je pense, par des chocs qui seront encore plus violents que ceux que nous avons connus. Voilà pourquoi il est grand temps aujourd'hui de passer à cette phase de reconstruction. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bavrez, pour votre intervention. Je propose de laisser la parole à Raphaël qui a justement collecté un petit peu les différentes questions pour pouvoir animer la suite de la discussion. Merci encore, Monsieur Bavrez. Faut que tu enlèves le micro. Pardon, c'est moi. Merci beaucoup, Monsieur Bavrez. Alors, je voulais commencer avec une question, la même question pour nos deux intervenants. Donc, peut-être Madame de Rometti d'abord et Monsieur Bavrez ensuite. Fort de vos expériences tout à fait différentes, quel rôle voyez-vous, et puis du constat que vient de faire Monsieur Bavrez, quel rôle voyez-vous pour les Français de l'étranger et dans ce travail de reconstruction et comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, les Français de l'étranger peuvent-ils œuvrer dans le rayonnement de la France? Madame de Rometti. Oui, merci. Écoutez, d'abord, passer après Monsieur Bavrez, sincèrement, c'est très, très difficile. Hein, donc, donc j'aurais préféré que ce soit lui d'abord. Mais en tout cas, bon, je vais vous dire mon expérience. En tout cas, les Français de l'étranger, c'est une vraie richesse pour la France parce qu'en fait, eux n'ont pas le nez dans le guidon, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'ils voient de loin la France et ils se rendent compte des problèmes qu'il y a. Aujourd'hui, en France, ce sont des problèmes de politique intérieure et de bagarres, sincèrement, qui ne sont pas de très haut niveau. Par contre, quand on est à l'étranger, on aime son pays encore plus que quand on est en France. On est plus français que les Français qui vivent en France. Et donc là, c'est un vrai apport pour la France parce qu'il y a la diffusion de la langue, et ça, M. Bavrez l'a très bien dit. Je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un amour de la langue française. Les alliances françaises diffusent de plus en plus et ont de plus en plus d'étudiants. Il y a une véritable renommée de la culture française, de tout ce que la France sait faire, que ce soit au niveau de l'art, de la cuisine, dans tous les domaines. La France est recherchée actuellement à l'étranger. Et voilà, donc je pense que le côté franco-français disparaît quand on est à l'étranger. On est beaucoup plus ouvert et on a des gens qui font la différence entre ce que peut être leur pays et ce qu'ils peuvent vivre à l'étranger. Ils ont appris de ce qu'ils vivent à l'étranger, mais par contre, ils apportent tout ce que nous, on a en France et qu'on utilise mal aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, c'est mon avis sur les Français de l'étranger. Merci, Madame. Monsieur Bavrez. Écoutez, je voulais dire que c'est aussi un plaisir, mais c'est aussi très difficile de parler après Madame de Rometti. Et donc, mais pour répondre à la question, je répondrai des choses qui sont qui croisent. C'est-à-dire que je pense que le regard des Français de l'étranger, il est important pour trois choses. D'abord, le diagnostic. Et c'est vrai que la distance permet d'avoir le recul et de mesurer. De bien mesurer le décrochage du pays. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est ce qui a été dit, c'est que les Français de l'étranger sont aussi des apporteurs de solutions de deux manières. D'abord, par ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils développent, et on s'aperçoit que souvent, il y a un dynamisme économique de cette communauté française à l'étranger. Ça ressemble un peu, si vous voulez, au groupe du CAC 40. Les groupes du CAC 40, ils sont, comme vous savez, l'économie française va mal, mais la plupart des groupes français mondialisés se portent plutôt bien, voire très bien.
Et donc, les Français de l'étranger, d'abord parce que leur succès personnel, peuvent être des exemples, des apporteurs de solutions. Et puis, il y a aussi précisément les pays dans lesquels ils vivent. Je rappelle, donc, les pays d'Asie sont très différents, mais quand on regarde Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Corée, en tout cas, ces 4 pays ont finalement été bien meilleurs que nous pour gérer l'épidémie et le choc économique. Alors, les situations ne se comparent pas. Les sociétés, évidemment, les traditions, les histoires sont différentes, mais c'est intéressant de regarder ça. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la dimension intellectuelle et morale. Parce que vous voyez, le drame de l'Occident, pourquoi est-ce que l'Occident décroche aujourd'hui? C'est que son destin se confondait avec la liberté politique. Et dans beaucoup de pays, et avant la France est exemplaire, dans beaucoup de démocraties occidentales, on ne croit plus à la liberté. Et dans les pays où vous vivez, dans un certain nombre, on est frappé du fait que non seulement les gens y croient, mais ils sont encore prêts à risquer leur vie pour défendre ou accéder à la liberté politique. Donc, c'est ce qu'on a vu à Hong Kong, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Taïwan, qui est un pays quand même qui est maintenant vraiment sur la ligne de front face à une Chine extrêmement agressive. C'est ce qu'on a pu voir à Caracas, à Alger, enfin dans des pays qui sont extrêmement différents, à Khartoum. Et donc, je crois que le fait, si vous voulez, de témoigner, et c'est quand même le fil conducteur de l'histoire de France, la liberté politique. Notre pays fait partie de ceux qui ont inventé la liberté avec l'Angleterre et avec les États-Unis. C'est un héritage que malheureusement on a beaucoup dilapidé ou perdu, et je crois que c'est par ce fil qu'on peut essayer de reprendre en main, de reprendre le contrôle de notre destin. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'un de nos auditeurs ce soir sur la question de la reconstruction économique, Monsieur Bavrez. Pour vous, quel serait un projet industriel pertinent pour la France? Parce que vous avez parlé des industries stratégiques qui peuvent être en difficulté, comme l'aéronautique ou l'automobile, mais vous n'avez pas forcément parlé, par exemple, des services environnementaux ou de ce qu'on appelle les utilities ou de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que vous voyez à peu près dans quel secteur la France pourrait redéployer une production sur son sol national? Alors, d'abord, il y a un mythe de la relocalisation, c'est-à-dire qu'on ne va certainement pas tout relocaliser. La relocalisation, elle est possible à 2 conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée qui soit plutôt forte. Et deuxièmement, il faut qu'on parvienne à être compétitif. Sur la question qu'est-ce qu'il faut redévelopper, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est où va être la croissance du XXIe siècle. La croissance du XXIe siècle, elle va être sur le numérique, elle va être sur la transition écologique, elle va être sur la gestion des villes, des grandes métropoles, le fait d'arriver à nourrir 11 milliards d'individus dans des conditions qui ne dévastent pas la planète. Et puis ensuite, des services à haute valeur ajoutée qui permettent de faire vivre tout ça. Et il y a 2 services à haute valeur ajoutée qui sont vitaux pour la productivité comme pour l'espérance de vie, la qualité. Et la qualité de vie, c'est la santé et l'éducation. Donc, si vous voulez, sur tous ces secteurs-là, a priori, notre pays, il a des atouts. Mais il faut, pour les développer, je pense que là aussi, il faut méditer ce qui se passe. Et méditer ce qui se passe, ça veut dire que la méthode française qui est l'État pilote et on déverse de l'argent public, le tout sous contrôle de l'État, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la bonne manière. Regardez l'espace aux États-Unis. Aujourd'hui, le New Space, donc aujourd'hui la station spatiale, demain la Lune et après-demain Mars, c'est Musk et Bezos.
Alors, il y a de l'argent public derrière, ce sont des fonds de la NASA, mais ça ne veut pas dire que la NASA ne fait plus rien sinon de faire des chèques, mais que la méthode française, qui est de tout faire transiter par l'État ou par des entreprises publiques qui aujourd'hui, par ailleurs, sont en piteux état, ce n'est pas forcément toujours la bonne. Donc, vous voyez, dans tous ces secteurs-là, que ce soit les villes intelligentes, il va falloir aussi qu'on change complètement de logiciel, c'est-à-dire qu'on accepte de faire confiance aux citoyens et à la société civile, avec, je vous dis, par ailleurs, le fait que sur tous ces axes-là, a priori, la France a de réels atouts. Merci beaucoup. Sinon, j'avais une question pour Madame de Romédy à propos des discussions actuelles sur le pass sanitaire. Il y a donc des discussions en cours sur le pass sanitaire qui inclurait un certificat de vaccination pour les personnes vivant en France. Est-ce que vous pensez que des Français qui vivent en Asie, donc en l'occurrence pour nous en Corée du Sud et à Taïwan, pourront avoir accès à ce type de pass sanitaire et qui sera reconnu au niveau européen? Par ailleurs, donc ça c'est pour la question notamment pour nous Français de l'étranger pour pouvoir revenir en France, mais on a aussi des questionnements qui émergent aussi actuellement dans l'autre sens sur la possibilité de faire reconnaître par la Corée des vaccinations qui auraient eu lieu en France. Donc est-ce que vous auriez des éclairages à nous apporter sur cette question? Alors, en ce qui concerne le pass sanitaire, on est encore très, très largement dans l'inconnu parce que c'est un sujet qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et donc c'est quelque chose qui va être géré par décret. Donc, sur quoi ça va aboutir exactement, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que il est très important pour les Français qui sont très respectueux de leurs données, etc. Il est très important de voir que leurs données ne vont pas être distribuées ou utilisées par des gens. C'est ce qui nous bloque dans beaucoup de choses en France parce qu'on a cette chape de plomb dès qu'on demande aux gens de se mettre sur même le site anti-Covid qu'on a en France. Il est très très peu utilisé parce que les gens ont très peur qu'on utilise leurs données, qu'on sache où ils sont, etc. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs en tout cas de ce pass sanitaire, mais ce pass, ça sera davantage pour aller dans des lieux, restauration publique, des concerts, des choses comme ça. Pour l'instant, en tout cas, tant que la vaccination n'en est qu'à ce stade-là, chez nous, c'est vraiment encore 16 ou 18 millions de personnes, donc c'est vraiment même pas 20%. Donc jusqu'à ce que tous ceux qui veulent se faire vacciner le soient, il n'y aura pas quelque chose de vraiment réglementaire parce que les Français considèrent que c'est une discrimination parce que ceux qui veulent se faire vacciner et qui n'y arrivent pas, ils ne pourront pas avoir ce pass sanitaire. Et donc, bon, mais ce pass sanitaire, ça pourra être, il y aura à la fois ceux qui sont vaccinés, mais il y aura ceux qui ont fait des tests récemment et il y aura ceux qui auront eu la Covid. Donc, si vous voulez, actuellement, tout ça est à l'étude. Il y a un accord du comité scientifique sur l'intérêt d'avoir ce document. Il y a beaucoup d'établissements qui reçoivent du public, qui sont également demandeurs. Je pense que c'est quelque chose qui va de toute façon se mettre en place. Mais dans quel délai, ça va être long à savoir. Je pense que les gens vont s'y faire parce qu'actuellement, quand on voyage dans certains pays, il faut avoir une vaccination de la fièvre jaune ou tel autre vaccin. Donc, les gens vont comprendre en effet à un certain moment. Mais pour l'instant, ça va doucement. Et alors, au niveau du retour en France, le retour en France, comme vous le savez maintenant, tous les Français de l'étranger peuvent rentrer en France quand ils le veulent. Le problème étant, c'est que on oblige à une quarantaine, mais une quarantaine à la maison. Enfin, c'est 10 jours, je crois qu'ils demandent 10 jours à la maison, mais c'est bon.
comme vous le savez, en France, on ne contrôle pas grand-chose. Donc, ils ont la possibilité de contrôler, mais les gens ont le droit de sortir 2 heures par jour pour faire leurs courses, etc. Donc, tout ça, pour l'instant, c'est encore très, très imprécis. Je pense que ça va se préciser avant l'été parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer cet été et que les Français de l'étranger sont très demandeurs de savoir ce qui va arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est que là. Quant au retour dans votre pays, alors là, la France ne peut rien faire pour ça. Certains pays ont des règles très, très strictes et malheureusement, on ne peut pas imposer à un pays d'accepter telle ou telle chose. C'est le pays qui décidera et là, on ne pourra pas intervenir. Très bien. Merci beaucoup, Madame de Romilly, Monsieur Bavret. Je pense que vous nous avez bien éclairé sur tous les sujets qui nous préoccupent dans notre quotidien, avec votre perspective, soit au niveau national, au niveau de la France, Monsieur Bavret, à l'échelle internationale, évidemment, et puis Madame de Romilly, de par votre expérience de longue date, vivant à l'étranger, étant résidente à l'étranger. Donc, ça nous permet quand même de conclure sur une note que je dirais ça reste positive, parce que nous sommes tous convaincus de l'excellence française de par nos différents métiers, et nous sommes, je pense qu'il ne faut pas être abattu de la situation. On est tous sous le même enseigne, malheureusement, avec cette pandémie qui pèse sur tout un chacun depuis plus d'1 an maintenant. Mais on est convaincus que nous tous, si on s'y mettait tous et étant solidaires, à commencer par le terrain, au niveau local, les uns avec les autres et surtout auprès de la communauté française, on peut contribuer à la reconstruction de la France. Parce que nous y croyons à cette excellence française qui est encore là. Donc, sur une touche d'espoir et d'être positive, on est ravis de votre intervention, de vos interventions, vos éclairages, qui nous donnent quand même certaines motivations pour continuer et se battre pour garder cette excellence française qui, je pense, est reconnue vraiment à l'international. Merci infiniment de vos interventions. Merci à tous, très bonne soirée et grand succès pour la liste. Merci, M. Vavrel, merci de votre soutien. Merci Madame de Romilly et Daniel. Merci également à vous tous d'avoir organisé ce dialogue. C'était très intéressant. Et en tout cas, j'espère que vous allez gagner et que vous allez obliger les gens à aller voter déjà pour commencer, parce que c'est important qu'ils aillent voter. Mais c'est important parce que les Français de l'étranger représentent vont voter 10 à 15% minimum, maximum. Si vous voulez, on n'a pas plus que 10 à 15% de personnes qui vont voter. Et ça, c'est le gros problème qu'on a parce que, en général, dans beaucoup de pays, ne vont voter que ceux qui sont les contestataires, etc. Mais quand on a la chance d'avoir des listes comme la vôtre avec des personnalités comme vous êtes, j'espère que vous allez motiver les gens à aller voter. C'est ça le plus important. En tout cas, tout mon soutien est avec vous. Merci beaucoup et on se fera un plaisir également de relayer justement ce très bel échange avec les différentes personnes de notre circonscription. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, à bientôt. Bonne soirée.